En agosto de 1944, entre las poblaciones de Falaise, Argentan y Chambois, las tropas aliadas cercaron a los ejércitos alemanes en la conocida como Bolsa de Falaise. Hoy, Guripas, os proponemos conocer esta batalla que puso fin a todas las operaciones en Normandía visitando el Museo Memorial de Monttormel. A finales de julio de 1944, 2 meses después del desembarco, los aliados no eran capaces de hacer avanzar el frente en Normandía. Fue entonces cuando los americanos idearon la exitosa Operación Cobra, que llevó los combates a la región de Bretaña. En un desesperado intento por cortar este avance, el ejército alemán lanzó el 7 de agosto un contraataque hacia Mortain, que resultaría un total fracaso. Con esta nueva situación, ahora los aliados tenían la oportunidad de envolver a las tropas enemigas desde su retaguardia por el sur y de avanzar también desde el norte, pues en su fallido contraataque, los alemanes habían tenido que aliviar la presión sobre el sector de Caen. El 12 de agosto, cuando las fuerzas americanas, con la segunda división blindada francesa a la cabeza, liberaron Alençon, llegando luego a las puertas de Argentan, se considera la fecha en que se inició este envolvimiento, conocido en términos militares como una bolsa. En su interior quedarían encerrados el 7º ejército alemán y un ejército Panzer. En total, unos 150.000 soldados. Desde el norte, el primer ejército canadiense reduciría el tamaño de la bolsa a una superficie de unos 30 por 15 kilómetros, avanzando hacia Falaise, ciudad que liberarían el 17 de agosto. Para conocer más acerca de la batalla final en Normandía, hemos quedado con Stéphane, director del Museo Memorial de Monttormel, estratégicamente situado en lo alto de la conocida como Cota 262. Hola, Stéphane, ¿qué tal? Bonjour, Oscar. Está muy bien esto de haber quedado aquí porque desde este punto alto vamos a entender a la perfección la bolsa de Falaise. Oui, c'est ici que 77 jours après le débarquement, la bataille de Normandie s'achève par l'encerclement des 2 armées allemandes qui étaient présentes tout au long de la bataille. Alors, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que tous les alliés qui participent au combat de Normandie sont présents. Les Américains, les Français de la 2e DB, les Britanniques dans le fond, les Canadiens, et beaucoup plus étonnant et exotique, entre guillemets, les Polonais ici sur la colline qui font un bouchon, qui vont empêcher les troupes allemandes de sortir de cette nasse. Dans la poche, on y retrouve toutes les composantes de l'armée allemande, la Wehrmacht, la Waffen-SS, les parachutistes, y compris des grands officiers, le général Paul Hauser qui commande la 7e armée, est encerclé dans la nasse au même titre que tout le monde. Il va d'ailleurs sortir à pied. Donc ici, vraiment, se retrouve toute l'armée allemande présente en Normandie. Donc maintenant, ce que je te propose de faire, c'est que pour mieux comprendre cette bataille, c'est d'aller visiter le mémorial. Vamos. Alors la bataille de Normandie, c'est pas seulement les Américains, les Britanniques et les Canadiens, c'est aussi la présence de troupes polonaises. Ils débarquent le 1er août en Normandie et ils vont participer au combat de la plaine de Caen, entre Falaise et Caen. Et surtout, ils ont un rôle majeur lors des combats de la poche de Falaise-Chambois. Donc ici, on a une vitrine qui présente donc du matériel polonais, mais du matériel polonais au travers de la guerre, parce qu'on est en contact avec les autorités polonaises, le musée de Varsovie, et ils ont voulu, en plus de la présence polonaise ici, marquer la présence, montrer leur présence tout au long de la guerre sur tous les fronts. Y además los textos en el museo no solo están en francés, inglés y alemán, sino que también están en polaco. Alors, les visiteurs, effectivement, il y a des visiteurs polonais qui viennent, de plus en plus nombreux. On a même été gratifié de la présence du président polonais en 2014. Donc c'est pour ça qu'ici, on a l'explication en français, en anglais, en allemand et en polonais. Et bien sûr en polonais. Se nota que Stéphane es un apasionado de esta batalla. Y visitando de su mano este museo, las piezas cobran vida y comprendemos mucho mejor el desarrollo de la bolsa de Falaise. Por cierto, que el nombre de esta batalla se debe a la historiografía británica, y no es del todo preciso, pues como veremos en el capítulo de hoy, los combates no se desarrollaron en torno a la ciudad de Falaise. Por eso a esta batalla cada vez se la conoce más como la bolsa de Falaise-Chambois. Y precisamente a esta segunda población es a donde Stéphane nos lleva para empezar el recorrido histórico.
Bueno, Estefan, aquí en Chambois es donde podemos decir que se cerró literalmente la bolsa de Falaise. Oui, c'est ici effectivement que la poche est fermée, le 19 août à 19h très précisément. C'est la rencontre entre la mâchoire nord avec les anglo-canadiens et les polonais et la mâchoire sud avec les américains et les français de la 2e DB. La rencontre et la fermeture de cette poche est faite ici le 19 août le long de la route de Gassé, là, à quelques centaines de mètres d'ici. Elle a lieu entre un jeune officier qui s'appelle Waters, qui commande la compagnie G du 359e régiment de la 90e d'infanterie, et l'officier polonais qui commande l'ensemble du détachement polonais ici, qui s'appelle le major Zgorlecki. Waters d'ailleurs laisse un témoignage de cette rencontre. Il explique qu'il est jeune, il a 23 ans, il a peur, ça tire de tous les côtés. Au milieu de la route, il voit un grand type en uniforme de type britannique, les Polonais sont en uniforme britannique. Il comprend que c'est un des Polonais avec qui il doit rentrer en contact. Il dit, j'ai tout l'honneur des États-Unis sur mes épaules, je prends mon courage à deux mains, je me lève au milieu des balles et des obus qui sifflent, je serre la poignée de main, la poche est fermée. Alors ici, Oscar, c'est un endroit qui est relativement important parce que c'est un des endroits les plus connus par une célèbre photo qui a été prise le 19 août aux alentours de midi. Ce qui est notable aussi et troublant, c'est que eh bien, voilà, l'endroit est resté tout à fait identique. C'est la capture d'un officier, un officier allemand qui s'appelait Hauptmann Rausch. Alors on dit qu'il s'appelait comme ça, mais on a quelques doutes sur son identité. Il symbolise surtout à lui tout seul la défaite de l'armée allemande par la capture de cet officier avec ses bottes de cavalerie, sa casquette. Sur cette même photo, on distingue aussi l'officier qui commande le détachement canadien, qui est ici, qui s'appelle le major Curry, qui remporte une Victoria Cross et donc qui est quelque chose de très important pour les Canadiens. Quand Curry va arriver ici, il va couper, il va capturer les ponts, et entre autres le pont qui se trouve non loin de l'église. Il faudra attendre la nuit du 19 au 20 août pour que les Allemands lancent une contre-attaque et que les Canadiens soient repoussés sur le sommet de la colline, mais pendant 2 jours ici, ça va être des combats énormes sur la commune. Tras el fracasado contraataque alemán en el oeste, el mariscal von Kluge, comandante de las fuerzas alemanas en el norte de Francia, se había dado cuenta del peligro de quedar atrapados en una bolsa, por lo que el 10 de agosto solicitó permiso al mismísimo Hitler para retirar sus tropas hacia el este. Pero esta petición acabó costándole su destitución, motivada también por su presunta implicación en el atentado fallido contra el Führer del 20 de julio. Cuando su relevo, el mariscal Model, volvió a solicitar el mismo permiso 5 días después, esta vez Hitler accedió. Empezaba entonces, para las tropas alemanas, un repliegue que acabaría convirtiéndose en toda una huida contrarreloj por escapar antes de que los aliados cerrasen definitivamente la bolsa. Alors, le gué de Moissy, c'est le symbole même de la défaite allemande ici pendant la bataille de Normandie, parce que l'armée allemande en est réduite pour traverser la Dive à emprunter ce gué. Alors, ça peut paraître comme ça relativement simple de l'emprunter, le gué, mais il faut imaginer à l'époque des tirs d'artillerie qui s'abattent en permanence sur la zone, des embouteillages monstres. Le gros de l'armée allemande, il y a 100 000 hommes qui essaient de franchir la Dive alors qu'il y a très peu de points de passage. Donc ils se précipitent ici, ils sont soumis au feu d'artillerie et ils s'engagent sur ce gué. Sur le gué, il faut imaginer de part et d'autre des épaves qui ont été repoussées par les chars et des véhicules qui passent le plus vite possible. Un témoin m'expliquait, il a vu des soldats allemands s'engager à pied sur le gué, les véhicules ne s'arrêtaient pas. Ils leur roulaient dessus pour pouvoir sortir. L'infanterie, elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle emprunte la passerelle qu'on aperçoit ici. Et la passerelle ici, c'était le seul moyen de traverser la Dive sans se faire écraser par les véhicules. Or, le problème, c'est que quand il y avait une accalmie dans les tirs, c'était d'un seul coup une centaine de soldats allemands qui se précipitaient sur cette passerelle. Donc pour passer le plus vite possible, en espérant passer à travers les tirs d'artillerie, les Allemands n'hésitaient pas à utiliser, à se battre à l'arme blanche, à utiliser la baïonnette. Toujours le même témoin qui m'a expliqué, qui a traversé ici avec un char Panther, se souvenait avoir vu des soldats allemands se battre à coups de baïonnette pour franchir le plus vite possible le gué ici au niveau de la passerelle. Ici c'est vraiment l'apocalypse, l'enfer. Una de las controversias de esta batalla tiene que ver con el general Omar Bradley, comandante de todas las fuerzas de tierra americanas, cuando mandó detener el rápido avance de sus tropas para que no entrasen en el sector asignado a los británicos y evitar así el fuego amigo, además de para no exponer demasiado su posición. Esta prudencia fue criticada en su momento por generales como Patton, y hay incluso quien llegó a afirmar que el retraso en cerrar la bolsa permitió escapar a un gran número de soldados alemanes.
que seguían luchando desesperadamente por abrirse paso hacia el este, tratando de cruzar a la altura del río Dib. Esta era la segunda vía de escape para los alemanes, este puente. Effectivement, là on a les doubles ponts qui permettent aux troupes allemandes le deuxième point de sortie après le gué de Moissy. Il existe bien un pont là-bas encore sur le côté, mais ça c'est des ponts qui peuvent permettre le passage des chars. Les chars Panther de 45 tonnes peuvent s'engager ici sur les ponts. D'ailleurs ce pont-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'a pas été détruit. C'est le pont d'origine qui a vu passer les troupes allemandes. Alors ici, une fois de plus, c'est un déluge d'artillerie. Alors, ce qui peut paraître étonnant, c'est que malgré le déluge d'artillerie, tu vois, il y a encore l'église, il y a encore ce bâtiment-là qui est présent, qui date de bien avant la guerre et qui a survécu. Parce que ici, les Alliés, comme ils tirent sur des troupes en mouvement, ils vont utiliser un type de munition particulier, les fusants, c'est-à-dire des obus qui éclatent en l'air. Ça envoie des éclats. Alors, les éclats frappent les murs, cassent les tuiles, les fenêtres, mais ça ne rase pas les bâtiments. Les seules destructions qu'on va avoir sur le secteur, c'est des maisons qui brûlent, et généralement c'est par sympathie, c'est-à-dire c'est des véhicules touchés qui prennent feu et qui vont s'en aller en fumée. Voilà. Ah, y aquí tenemos una foto de época en este mismo lugar. Oui, exact, où on peut voir effectivement deux chars Panther, ils sont tombés ici dans le fossé. À vérité, il y en avait encore un troisième qui se trouvait ici sur le côté. C'est des chars donc, qui ont tenté le franchissement. Alors, comment ils ont été détruits, ça c'est un peu la question. Même l'identification, des fois on pense deuxième Panzer ou Leibstandart, on a un peu du mal à savoir. En tous les cas, ça symbolise bien une fois de plus la défaite. Il y a d'autres images où on peut voir des chariots, des chevaux. Les destructions ici sont énormes. Pour donner une idée, la route a été refaite il y a 2 ans. Quand ils ont creusé la route, ils ont trouvé un casque de parachutiste allemand juste en face ici. Il y a encore du matériel partout, y compris sous la route. Alors ici, Oscar, on est dans le couloir de la mort. Le couloir de la mort, il ne faut pas imaginer que ça soit une seule route. Le couloir de la mort, c'est un axe. Il y avait 3 routes à l'époque qui traversaient le couloir, et les Allemands, bien sûr, s'engagent sur les 3 routes. J'ai eu l'occasion de discuter avec un vétéran allemand qui avait emprunté ce fameux couloir. Il m'expliquait que les véhicules, ils roulaient par 2 ou 3 de front. Il me disait aussi que, en permanence, il fallait s'arrêter parce que quand un véhicule était détruit, devant, quand les chevaux avaient été tués ou quand le char tombait, même sans être détruit, tombait en panne, il fallait le dégager. Et quand c'était trop lourd, il fallait faire sauter le talus, contourner en passant à travers les champs pour pouvoir contourner l'obstacle. Il m'a expliqué pour faire les 6 km, le couloir, il commence à la Dive, il aboutit au pied de la colline, il fait 6 km de long, ils mettent 12 heures pour parcourir ce fameux couloir, ce qui est quand même tout à fait démentiel. Et bien sûr, le tout est soumis à un véritable déluge d'artillerie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va rester, d'où le nom, les Allemands l'appellent le couloir de la mort, ça les a profondément marqués bien sûr. Y de esos 6 kilómetros, has elegido mostrarnos justo este porque aquí hay restos de guerra. Alors, pourquoi ici? Parce que les gens du pays t'expliquent que les chars, quand ils sont passés, des fois ils s'appuyaient sur les talus quand il y avait une épave, quand il y avait quelque chose, et les chars de 45 tonnes comme un Panther, quand ça s'appuie sur un talus, ça le pousse. Et ici, on voit effectivement que la haie a littéralement été repoussée de la route à l'origine. Ici, on est dans le bocage. Normalement, les haies, elles bordent les chemins. Et ici, tu vois, ça a été écarté. C'est le passage des véhicules allemands et entre autres des chars lourds qui a donné ce nouveau paysage aujourd'hui. El conocido como Corredor de la Muerte es una de las imágenes más impactantes y representativas de la batalla de Normandía. Recorriendo hoy su mismo trayecto, impresiona imaginar que durante unos días estos apacibles caminos fueron testigos de tanta destrucción. Encerrados en la bolsa, la única salida posible para los alemanes se encontraba en el extremo oriental, en la zona del monte Ormel, donde comenzamos el episodio de hoy. Fue el mariscal de campo británico Montgomery, comandante de todas las fuerzas terrestres aliadas en Normandía, quien comparó la bolsa de Falaise con una botella, siendo su corcho la primera división acorazada polaca, que tuvo que resistir el empuje de miles de soldados alemanes intentando abrir brechas para escapar.
Alors ici, Oscar, on est vraiment au cœur du dispositif polonais. Il faut imaginer la poche de falaise comme une espèce d'immense bouteille. Les Polonais, ici, vont se placer en bouchon. Le bouchon, c'est la colline 262 Nord où on se trouve. Hein, bien sûr, très vite, les Allemands comprennent que les Polonais, ici, ils gênent la sortie des troupes. Ils vont alors monter plusieurs contre-attaques. Les contre-attaques, bien sûr, elles viennent de l'intérieur. C'est essentiellement les parachutistes de Mendel qui mènent les assauts. Mais ils vont aussi mener des attaques de l'extérieur. Et ça, c'est la Das Reich qui va mener les assauts ici sur la colline. Alors très vite les Polonais malgré tout ils résistent mais ils sont en difficulté, donc ils n'ont d'autre choix que de diminuer leur ligne de défense. Ils se regroupent sur le sommet du plateau. À partir de ce moment-là, des routes se libèrent et les Allemands vont commencer à pouvoir sortir une partie de leurs troupes. Sur les 100 000 Allemands encerclés dans la poche, on estime que 50 000 réussissent à sortir. Ils sortent de part et d'autre des Polonais. Les Polonais, au bout d'un moment, ils n'ont plus de munitions. Je me souviens avoir parlé avec un Polonais, je lui dis mais les Allemands, en plus, ils passaient à ras d'eux. Et il me dit, ben oui, mais on n'avait plus d'armes, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Leur jeter des cailloux? Donc, les Allemands, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent des assauts, ils repoussent les Polonais, surtout ils les empêchent d'avoir des vues sur les sorties, où ils risquent d'appeler l'artillerie, donc ils leur cachent les vues de l'artillerie. Le matin du 21 août, les Canadiens lancent leurs assauts et vont finalement faire la jonction avec les troupes polonaises, ici, sur le haut du plateau, aux alentours de midi. À partir de ce moment-là, quand les Canadiens arrivent, non seulement, bien sûr, la poche est à nouveau fermée physiquement, mais surtout les munitions arrivent. Donc là, les Allemands, les Polonais, quand ils ne font plus que les regarder, parce qu'ils leur ouvrent le feu dessus, et là, la bataille se termine, parce que là, la poche est fermée, et ce coup-ci, fermement fermée, aucun soldat allemand, quasiment, ne pourra sortir. Une fois la bataille terminée ici, le spectacle est totalement hallucinant. Il faut imaginer 10 000 cadavres de soldats allemands, mais il y a aussi une chose qui est plus étonnante, c'est que l'armée allemande n'est pas une armée moderne, mais hippomobile, et ils utilisent énormément de chevaux. Et bien près de 10 000 d'entre eux vont être tués aussi dans la plaine. La situation sanitaire est épouvantable, entre les cadavres des hommes, des chevaux, mais aussi les vaches qui ont été tuées dans les champs, et on n'en manque pas ici, l'odeur se sent à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Il y a un nuage de mouches qui recouvre littéralement la plaine. On fait fumer les enfants pour les protéger de l'odeur. Les gens se recouvrent de tissu pour empêcher les mouches quand ils mangent. Et c'est finalement le génie britannique qui va venir et avec des bulldozers creuser des fosses et enterrer les corps des hommes et des chevaux. Les hommes et les chevaux dans les mêmes fosses pour pouvoir se débarrasser des corps. En dehors des cadavres, ce qu'il y a aussi d'étonnant et d'important, c'est le matériel abandonné. Les Allemands, bien sûr, laissent des chars, des véhicules, des canons, et par dizaines, par centaines. C'est des ferrailleurs. D'abord, l'armée française est venue récupérer au moins ce qui pouvait être utilisable, les chars comme les canons. Et puis après, la ferraille a été vendue par le domaine, par l'État français à des ferrailleurs, et ils vont mettre près de 20 ans à dégager la plaine. Le dernier stock de ferraille encore présent dans la plaine se trouvait à Train. C'était la célèbre décharge Morat. Finalement, ça a fini par gagner l'Allemagne. Il a fallu attendre 2002-2003 pour que les Allemands viennent le chercher. Ils en ont encore sorti près de 300 tonnes, dont près de 70% d'un char Tigre, ce qui est quand même toujours étonnant. La bataille se termine le 21 août à midi. Les pertes allemandes sont relativement importantes. Ils ont 10 000 tués, 40 000 prisonniers. 50 000 ont réussi à sortir. Donc l'armée allemande n'est pas totalement brisée, mais en tous les cas fortement désorganisée. Et ça a un rôle très important, cette bataille-là, parce qu'après il y a une accélération. Il a fallu 77 jours aux Alliés pour venir ici. Et là, le 25 août, 4 jours après, Paris est libéré. 3 septembre, c'est Bruxelles. Le front allemand s'effondre totalement. Les Alliés ont gagné leur bataille de France. La bataille de France est gagnée et la bataille d'Allemagne peut commencer. Bueno, no queremos sonar negativos, pero es una pena que muchos visitantes se conformen con ir solo a la costa, con los sucesos del día D, y no vayan un poco más allá. Merece la pena adentrarse un poco en Normandía y acercarse a museos como el Memorial de Montormel para entender una de las batallas claves de la Segunda Guerra Mundial. Oui, merci, je te remercie, Oscar. Nosotros te agradecemos que existan museos como este para entender estas batallas. À la prochaine alors.